Mais Ali, salut, comment ça va? Salut, ça va très bien et toi? Ça va, alhamdoulilah. Alors, Ali, ça fait plusieurs années, je pense que je suis une chouette. J'ai été très contente de voir ton profil, de voir ce que tu fais. C'est assez impressionnant. Quand on entend parler de la question de l'eau au Maroc, ce qui vient en tête est un peu, on va dire, les grandes lignes, c'est on exporte notre eau. 90% de l'eau qui est utilisée au Maroc, c'est de l'eau qui est utilisée pour l'agriculture. 90% des puits sont des puits qui ne sont pas légaux, plus ou moins. On pense aussi aux barrages, au plan Maroc vert, à toutes ces grandes lignes qu'on ne comprend pas réellement. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de décrypter ça avec toi. Et en fait, c'est aussi l'objectif de Nchfat, de banaliser et de vulgariser surtout l'accès à l'information. On sait, et je pense aussi, vu qu'on a tous les deux étudié à l'étranger, quand on veut revenir et faire des sujets, des études de cas sur nos pays, enfin notre pays étant le Maroc, on trouve un grand problème pour l'accès aux données, etc. Et justement, vu que tu es un homme du terrain, comme on en a parlé en off juste avant, et d'ailleurs moi aussi où je fais beaucoup de terrain et je vois vraiment une grande dichotomie entre ce qu'on voit dans les médias et ce qu'on voit en fait dans le terrain qui sont complètement à l'opposé. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment avoir un décryptage de ta part, tes idées, les objectifs du Maroc dans... Bref, comment s'améliorer en termes de stress hydrique. Est-ce que tu pourrais te présenter? On commencerait par ça. Et après, le précédent invité t'a posé une question. Et donc, on continuera sur sa question. Donc, Ali, qui es-tu? Ok, bah super, merci beaucoup pour l'invitation. Je sens que ça va être un très bon épisode. Pour me présenter, Mohamed Ali Hatimi, donc je suis marocain, j'ai 26 ans, je suis ingénieur agronome de formation je travaille dans une ONG française qui opère beaucoup en Afrique qui s'appelle Nitidae et j'ai aussi cofondé ce média Nshfat qui veut dire pour les non-francophones ça a séché en arabe marocain, justement pour vulgariser sur ces enjeux de changement climatique, sur en fait tous les sujets parce que le changement climatique et l'écologie maintenant sont des parapluies et un prisme commun pour tout, qu'on parle de genre, qu'on parle de ville, qu'on parle d'agriculture. Tous ces sujets-là sont abordables par ce prisme-là. Voilà, je me suis très très tôt intéressé pour l'agriculture parce que mon père a une exploitation agricole au sud entre Casa et Azemmour. Je me suis très très vite intéressé à l'agriculture de façon très technique d'abord pour essayer, comme je te disais en off, de voir quel insecticide marchait contre quel insecte, quel engrais il fallait mettre pour quelle culture, etc. Et c'est pour ça que j'ai intégré une école d'agronomie et où j'ai découvert l'ampleur, toute la panoplie de solutions agroécologiques, c'est-à-dire douces qui ne détruisent pas la planète, qui ne détruisent pas le vivant, pour produire. Et c'est ce que j'essaye de défendre à la fois à travers mon travail et à travers le média. Ok, trop bien, c'est impressionnant. Je continue avec la question de Jamel. Donc, c'est Jamel Ouazani Ouais, de Jeans avec plaisir. Podcast. Et donc, sa question, c'est en quoi le stress hydrique est un stress psychologique? C'est le stress hydrique, c'est quelque chose qui est extrêmement pesant pour tous les Marocains. On a quelque chose d'assez euh, ancré de par notre histoire dans notre territoire et dans les ressources qui sont disponibles. C'est-à-dire que quand on lit Ibn Khaldoun qui raconte au XIVe siècle l'ancrage écologique des populations nord-africaines, essentiellement bédouines, etc., il y a un rapport au territoire qui est extrêmement corrélé à ce que le territoire peut nous offrir. Et c'est ce qui faisait l'esprit de corps, l'asabia des tribus nord-africaines. Euh, et, et donc c'est quelque chose qui est, juste pour le résumer, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Et quand il ne pleut pas, bah,
notre corps, notre psychologie est stressée. Notre corps, notre psychologie est sous tension parce qu'on sait que en fait, c'est notre vie qui en dépend. On sait que c'est la vie de notre communauté qui en dépend. Et ça, c'est quelque chose qui qui ne date pas des années 50, de quand on a commencé à construire des barrages parce qu'on s'est dit il y a du stress hydrique. C'est quelque chose qui est extrêmement ancré dans dans notre histoire en tant que population nord-africaine. Donc, bon, c'est une vision un peu historique de la chose. On pourrait l'aborder de d'autres manières, mais voilà. Non, non, c'est génial que tu en parles parce que, en fait, quand tu revois les systèmes d'irrigation traditionnels, etc., on sait que le Maroc, il a un historique. Et est-ce que les khtarat, je pense que les khtarat, c'est pas le premier système d'irrigation au monde, un truc du genre. Je pense que non, parce qu'en Égypte antique, il y a 10 000 ans, il devait déjà y avoir des systèmes de dérivation des eaux du Nil, mais c'est effectivement un système qui date de plusieurs milliers d'années. Est-ce qu'il y a est-ce que tu pourrais nous parler de qu'est-ce qui se passe actuellement au Maroc pour gérer le stress hydrique? Euh, Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui au Maroc pour gérer Oui, le stress hydrique? toutes les actions qui sont menées, tu vois. Que ce soit le dessalement, que ce soit d'un point de vue général. Alors, pour gérer le stress hydrique, on a une histoire qui est millénaire avec ça. Euh, C'est hyper D'abord, cool, tu reviens toujours à... oui, non, mais c'est hyper important de toujours essayer de Ouais. comprendre comment est-ce que ça se passait avant pour voir si ce qu'on fait aujourd'hui c'est utile ou est-ce que Sur une ça a balle dans le beaucoup de pied. limites, est-ce que c'est pas ce qu'il faut faire, etc. Bon, au Maroc, si on revient avant la colonisation, on avait une façon d'organiser le territoire, une façon d'exploiter les ressources en eau qui était à chaque fois très adaptée à chaque territoire. C'est-à-dire que dans les zones rurales au nord, on n'utilisait pas d'irrigation et on avait des systèmes agricoles qui étaient adaptés au climat local. C'est-à-dire que quand on va à Taounat, par exemple, c'était un système agricole avec des oliviers, des caroubiers, du figuier, de la vigne, etc. Donc quelque chose qui n'a pas besoin d'irrigation. Là, on est cohérent avec le climat local. Quand on va Pardon, à... je te coupe. Quand il n'y a pas besoin d'irrigation, c'est juste la pluie qui suffit et c'est tout. Il y a rien C'est ça, d'autre. Très c'est bien, ça. ok. Quand on va à Fès, dans la ville précoloniale, on a un système de dérivation des eaux de Ouad Fès avec un système d'eau potable et un système d'eau de Ouad Har. Donc, pareil, on essaye de gérer avec la ressource qu'on a. On gère une ressource qui est 100% renouvelable, celle de l'Ouad Fès, et on se débrouille avec par ailleurs quelque chose de très très intelligent sur comment est-ce qu'on va utiliser l'eau de façon rationnelle, pour quels usages, etc. Et c'est quelque chose qui remonte à l'époque des Mérinides, sinon à l'époque des Idrissides. Il y a eu deux phases de comment est-ce qu'on réfléchit notre consommation de ressources en eau. Titoine avec le système du Skundo, c'est la même chose, etc. Quand on va dans d'autres régions, donc typiquement les régions des oasis, on parlait de Marrakech avec les Khtara, etc. Là, c'est un contexte de rareté qui est encore plus fort. Et pour répondre à ce contexte de rareté, donc on a le système des Khtara qui va chercher de l'eau dans les eaux souterraines superficielles. C'est-à-dire qu'on va quelques kilomètres plus loin, on creuse des trous qui vont chercher de l'eau à 5-10 mètres et on va progressivement la faire ressortir en arrivant vers l'oasis. Et du coup, quand on cherche une eau souterraine qui est superficielle, c'est pas une eau souterraine comme dans le Souss maintenant qui est à 600 mètres. C'est une eau souterraine qui est renouvelable, qui chaque année se renouvelle avec l'eau de pluie et l'eau de neige. Et voilà, donc on a plein de systèmes, là j'ai donné 3 exemples, mais on a plein de systèmes traditionnels de gestion du stress hydrique ou de réaction à une disponibilité d'eau. Parce que même quand on est à Taounat et qu'on arrive à cultiver qu'avec l'eau de pluie, ça ne veut pas dire qu'on a une eau qui est limitée. Justement, on cultive des cultures qui sont adaptées à notre climat. On ne va pas cultiver des trucs comme l'avocatier dans le rherbe, par exemple. Donc bref, ça c'est les façons historiques de faire. Ensuite, les façons nouvelles de faire, c'est typiquement on va irriguer parce qu'on a envie de supprimer la volatilité de la pluviométrie annuelle, ce qui est une stratégie, c'est une stratégie qui est millénaire au Maroc aussi. C'est juste qu'on va le faire à une échelle beaucoup plus grande et dans des objectifs différents. C'est-à-dire qu'avant, l'irrigation s'était fait soit de façon généralisée dans les oasis, soit de façon
assez limitées dans des zones du Seis, du Haouz, etc. Donc, l'irrigation, on l'a portée à une échelle qui est nettement supérieure. Et ça, ce rapport qui a changé au territoire, c'est-à-dire qu'on va plus utiliser de l'eau de façon raisonnable, on va l'utiliser de façon minière. On pompe de l'eau sous terre sans se préoccuper de est-ce que ce qu'on pompe est une ressource renouvelable ou pas. Ce qui était la réflexion de nos ancêtres. Et cette réflexion minière, ce rapport minier au territoire, c'est quelque chose qui est arrivé avec la colonisation. Dans les années 30, la France coloniale avait accaparé 1 million d'hectares de terres agricoles au Maroc sur les 9 millions, les meilleures terres agricoles au Maroc, etc. Et avait installé des colons français, un peu espagnols, un peu italiens, pour exploiter ces terres agricoles-là. Sauf que ces gens-là ne sont pas venus avec le modèle paysan agricole marocain. Ils sont venus avec on va faire de la céréale et de la vache. Et quand ils ont fait ça, ils ont, pour la moitié d'entre eux, fait faillite. Donc la France, dans les années 30, s'est dit il faut que je trouve une autre solution pour ces agriculteurs colons. Ils ont créé l'OCE, l'Office du commerce et de l'exportation. Ils ont créé des missions coloniales pour emmener les agriculteurs colons français en Californie, où l'agriculture irriguée minière était déjà très développée. Et c'est comme ça qu'au Maroc, on a développé les cultures tomates, agrumes dans les années 30, qui ont été ensuite reprises à l'indépendance, etc. Elles n'étaient pas endémiques avant On avait un peu d'orangers, on avait un peu de tomates, mais ce n'était pas du tout le modèle irrigué sur des dizaines d'hectares avec de la monoculture. Ce n'était pas comme ça qu'on produisait de la tomate et de l'agrume. Et c'est à partir de ce moment-là, donc dans les années 30, que le Maroc est devenu une puissance agro-exportatrice d'oranges et de tomates. Avant, on exportait des céréales, du cuir, du vin, des choses comme ça. Donc, ça c'est un shift, ce shift des années 30, il est très peu connu, mais il illustre très très bien comment est-ce qu'on est passé d'une vision indigène, la nôtre, de notre territoire, et d'un rapport, le nôtre, renouvelable, doux avec notre territoire, à un rapport extractiviste, minier de notre territoire. Et ensuite, on a eu plein de solutions pour faire vivre ce modèle-là, qu'on a dû maintenir parce que dans une économie mondialisée, etc., il faut avoir des devises, c'est un tout. Et donc, dans ce modèle-là, on l'a continué pour des raisons d'intérêt économique, pour des raisons de stabilité macroéconomique du Maroc, etc. Il fallait faire vivre ce modèle minier. J'aime bien le mot minier parce qu'on comprend vraiment la façon dont on exploite notre territoire. Du coup, les barrages, c'était une façon de maximiser la ressource en eau disponible. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas utile, au contraire. C'est des ouvrages qui ont été vitaux, notamment pour produire de l'électricité pas chère dans les années 60-70 quand le Maroc n'avait pas d'argent, pour sécuriser l'approvisionnement en eau, etc. Mais bon, la construction des barrages, elle s'inscrit dans cette continuité historique. Et ensuite, l'exploitation des eaux souterraines, c'est-à-dire qu'on va commencer à pomper de l'eau. Et en fait, c'est ça qui est triste dans la façon dont on conçoit notre territoire au Maroc, c'est que l'adaptation au stress hydrique, elle est passée de combien est-ce que de ressources renouvelables j'ai et comment est-ce que je vais les utiliser au mieux, à comment est-ce que je peux maximiser les ressources disponibles, peu importe qu'elles soient renouvelables ou fossiles. Et du coup, l'adaptation est une maladaptation parce qu'on ne réfléchit pas bien à qu'est-ce qui peut pousser sous notre climat et qu'on va irriguer juste un tout petit peu. Non, on est passé aujourd'hui à créer un climat artificiel pour certaines cultures. Et ça, c'est désastreux. Donc, tous les leviers autres qu'on peut développer par la suite, mais les leviers autres qui sont utilisés ou présentés comme des leviers miracles pour résoudre la crise hydrique, le goutte à goutte, le dessalement, la réutilisation des eaux usées, c'est des leviers qui sont marginaux quand on comprend ce rapport au territoire qui est devenu complètement déconnecté de notre climat. Parce que c'est des choses qui apportent une amélioration marginale. Et encore, typiquement le goutte à goutte, c'est au final, en absolu, quelque chose qui a contribué à l'augmentation de la consommation d'eau au Maroc. Donc, c'est
c'est un sujet qui est très compliqué. Non, bien sûr. En fait, tu subventionnes des agriculteurs, donc il y a de plus en plus de personnes qui veulent faire de l'agriculture. Tu subventionnes les panneaux solaires, donc il y a de plus en plus de personnes qui peuvent pomper de l'eau. Et donc, ça devient, comme tu dis, minier. J'ai envie de partir sur le plan des émotions, parce que tu as parlé avec énormément de passion. Dans la gestion de la crise hydrique au Maroc, qu'est-ce qui t'attriste le plus? Qu'est-ce qui te fait vraiment mal? Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est quand à chaque fois que je reviens au Maroc, alhamdoulilah, j'arrive à revenir assez régulièrement. Mais typiquement, quand je vais sur l'exploitation agricole de mon père ou quand je me balade dans cette zone autour de Azmour, moi j'ai des souvenirs des années 2010 où c'était extrêmement vert, où on plantait encore de tout, y compris sans irrigation, etc. Et qu'aujourd'hui, même en 2024, en mars, tout était sec, jaune, alors qu'on était en plein dans la saison pluvieuse. Et ça, c'est un effet qui est désastreux du changement climatique sur le Maroc, sur nos territoires. On doit s'adapter à une vitesse qui est très très intense. Et la seule adaptation qu'on adopte malheureusement au Maroc, ce sont des formes de maladaptation, c'est-à-dire euh, investir uniquement sur le goutte à goutte ou investir uniquement sur le dessalement ou globalement investir que sur des solutions techniques, alors que la palette de solutions doit les inclure, mais ne pas exclure les solutions paysannes ou les solutions de l'agroécologie qui sont très très nombreuses et qui peuvent permettre une résilience en eau, parce que tous les agriculteurs ne peuvent pas, typiquement moi je le vois dans la zone de Azmour, tous les agriculteurs ne peuvent pas se permettre de pomper de l'eau, et du coup dans ce changement climatique là et dans cette surexploitation des eaux souterraines, il y en a plein qui se retrouvent marginalisés, qui n'ont plus les moyens d'exister et qui doivent soit partir en ville, soit être salariés d'autres exploitations agricoles. Et c'est pas ça le Maroc agricole qu'on aime. Le Maroc agricole qu'on aime, c'est un Maroc où il y a des centaines de milliers de paysans qui tous peuvent vivre un peu de ce qu'ils font et vendre un peu sur le marché l'excédent agricole qu'ils ont. Ça c'est le modèle, justement, quand on parle de stabilisation du tissu rural, c'est ça que je vois. C'est pas stabilisation du tissu rural en créant de l'emploi salarié parce qu'on a trop tapé dans la ressource en eau souterraine, détruit les emplois paysans. J'aime beaucoup ce sujet parce que justement, bon, je remets un peu à ce que je fais pour que ce soit un échange, mais moi je le vois beaucoup dans mon travail parce que je vais beaucoup dans les zones rurales et je me rends compte que, tu vois, il y avait un certain le mot ne vient pas en français, qui existait avant. Donc les gens... Suffisance, exactement. La ressource et la richesse n'était pas la richesse monétaire, mais c'était la richesse de tout ce que tu avais. Donc c'était la richesse... paysanne, la richesse agricole, comme tu dis. Et aujourd'hui, justement, les gens vont en ville pour pouvoir Enfin, tu vois, tu es en plein dans la montagne et les gens n'ont plus de terre agricole. Et en fait, justement, se dire, oui, il faut aller bosser, etc., alors que tu habites à 1500 mètres d'altitude et que pour aller bosser, il te faut de l'argent, pour aller te transporter, pour trouver un travail, etc., c'est assez effrayant. Parce que justement, cette question de la stabilisation du tissu rural, elle est essentielle au Maroc. Aujourd'hui, ça diminue, mais c'est environ 40% de la démographie marocaine, ce qui est important. Et donc, ça pose vraiment plein de questions. Comment on stabilise ce tissu? Et aujourd'hui, avec le stress hydrique, on voit beaucoup de personnes qui ont perdu leur terre. Et justement, ça passe par ça. Tu as parlé de solutions agricoles. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce panel de solutions? Parce que tu vois, on a toujours envie de nourrir cet espoir, de se dire qu'on va inverser la tendance. Donc, quelles sont les solutions qui te viennent en tête? On va parler des solutions par rapport au stress hydrique, parce que sinon on irait dans trop de sujets. Mais par rapport au stress hydrique, déjà, on a la solution technique qui est celle du goutte à goutte. Solution qui est très intéressante, qui est très pertinente pour plein de raisons, notamment parce que c'est de la micro-irrigation, c'est-à-dire qu'on a des gouttes qui tombent à la racine des plantes qu'on a envie d'irriguer. Donc, théoriquement, en termes d'efficience d'irrigation,
c'est plus efficient que l'irrigation gravitaire. C'est-à-dire que quand on donne à la plante 100 litres d'eau, en irrigation gravitaire, en général, elle va en exploiter 50 à 60. Et en goutte à goutte, elle va en exploiter 90. Donc c'est beaucoup plus efficient. Ça, c'est la théorie. Et donc, c'est une solution qui est utile. Maintenant, dans la pratique, c'est une solution qui est très très inefficiente au Maroc. Pour plusieurs raisons, parce que quand on a promu ce goutte à goutte au Maroc, essentiellement dans les années 2000, et on continue de le faire aujourd'hui, on s'est retrouvé avec des efficiences d'irrigation réelles qui étaient équivalentes à celles de l'irrigation traditionnelle. On était sur des efficiences d'irrigation de 50-60. Alors on peut se dire, comment est-ce que ça se fait que pour un truc où on irrigue au compte-gouttes, on se retrouve à irriguer autant ou avec le même niveau de maléficience qu'avec l'irrigation traditionnelle. Et en fait, c'est parce que pour plusieurs raisons. Donc d'abord, le manque de formation, d'accompagnement technique des producteurs. Ensuite, le manque d'entretien ou le manque de qualité du matériel qui a été distribué. Donc ça déjà, ça a fait qu'en quelques années, on se retrouvait avec des très très mauvaises efficiences d'irrigation. Donc ça, c'est au niveau de la même parcelle. On imagine la même parcelle d'olivier avec 400 arbres à l'hectare qui est irriguée en gravitaire et en goutte à goutte. Rien n'a changé concrètement. Ou alors ça a été une utilité marginale. Maintenant, le goutte à goutte, ça a d'autres avantages. Typiquement, on peut mettre du fertilisant en même temps qu'on irrigue. Ce qu'on appelle, le mot savant, c'est fertigation. Et du coup, quand on fait ça, c'est très très bien parce qu'on arrive à fertiliser plus, à fertiliser de façon plus continue. Et du coup, les plantes poussent plus, elles poussent mieux. C'est juste que quand des plantes poussent plus, quand elles font plus de biomasse, quand il y a plus de feuilles, elles vont aussi transpirer plus. Et c'est la transpiration des plantes qui fait qu'elles consomment de l'eau. Donc au final, quand on fait de la fertigation au goutte à goutte, vu que les plantes poussent mieux, elles consomment aussi plus d'eau. Et quand on a la même efficience d'irrigation à l'hectare, au final, le goutte à goutte, pour la même parcelle, finit par consommer plus que l'irrigation traditionnelle. Ça ne veut pas dire qu'en termes de rendement, c'est équivalent. Avec le goutte à goutte, on a en général des rendements qui sont un peu supérieurs. Mais le fait est qu'à l'hectare, on consomme plus d'eau. Alors que le discours officiel, c'était étant donné qu'on va mettre une technique d'irrigation qui économise de l'eau, on va économiser beaucoup d'eau, donc on peut augmenter les surfaces irriguées. Du coup, on a quasiment doublé en 30 ans les surfaces irriguées au Maroc. Et du coup, quand on double les surfaces irriguées avec une technique qui augmente en absolu la consommation d'eau, au final, on augmente de façon extrêmement forte la consommation d'eau à l'échelle du pays. Donc c'est ça le problème qui s'est passé sur les 30 dernières années. C'est-à-dire que technique très intéressante, celle du goutte à goutte, mais qui n'a pas été utilisée dans le bon sens. Donc ça, c'est une première catégorie de solutions. Maintenant, une deuxième catégorie de solutions, c'est si on se place dans l'idée de on va faire plus de dirhams au mètre cube. Ça, c'est un discours qui est très fort dans les politiques agricoles marocaines que je ne trouve pas débile. Au contraire, c'est quelque chose de très intelligent, de faire plus de valeur ajoutée au mètre cube. Et typiquement, c'est assez absurde dans un pays qui a un stress hydrique très fort, d'irriguer beaucoup pour de la tomate qui sera vendue à moins de 1 euro en Europe, au détail. Ça veut dire que cette tomate, concrètement, elle rapporte très très peu au Maroc. Donc, c'est beaucoup plus intelligent d'utiliser la même quantité d'eau pour faire de la fraise ou de la framboise. Du coup, ça, c'est un raisonnement qui est aussi intelligent et qui, concrètement, pour la même quantité d'eau, on a une utilité en termes de devise qui est plus importante. Maintenant, on revient toujours au même sujet que le goutte à goutte, c'est la question d'échelle. En fait, si on irrigue à 5000 hectares de tomates, ce n'est pas un problème. Si on en irrigue 15 000, c'est un problème. Et concrètement, aujourd'hui, avec le niveau de crise hydrique qu'on a atteint, même si on en irrigue chaque hectare,
pose problème. Donc il faut vraiment essayer de revenir au minimum viable pour l'économie marocaine. Et du coup, ben, on en vient à une troisième catégorie de solutions qui est la régulation des surfaces irriguées à l'échelle du Maroc. Donc ça, là, on sort des solutions techniques, mais c'est quelque chose d'extrêmement utile et d'extrêmement nécessaire au Maroc, c'est-à-dire qu'on doit rétablir ou établir une police de l'eau, c'est-à-dire des gens qui vont circuler pour vérifier où sont les puits illégaux, où sont les puits légaux qui pompent 10 fois plus qu'ils ne sont censés pomper, etc., pour limiter les prélèvements d'eau et aussi réguler juste les surfaces qui sont irriguées par exploitants agricoles. Donc il y a tout un sujet de police de l'eau et de gouvernance de l'eau qui est à explorer. Maintenant, pour sortir de ces du coup, trois leviers de solutions qui sont un peu à l'échelle macro, à l'échelle de l'ensemble du Maroc, donc qui est la promotion du goutte à goutte à l'échelle du Maroc, l'augmentation de la valeur ajoutée au mètre cube et au final la régulation des surfaces, on a plein de solutions qui sont à l'échelle de la parcelle. C'est-à-dire que pour un agriculteur donné, comment est-ce qu'on fait pour réduire sa consommation d'eau? Donc là, on en vient à l'accompagnement technique, c'est-à-dire renforcer les compétences techniques des agriculteurs pour bien utiliser leur irrigation, c'est-à-dire pour mieux utiliser le goutte à goutte, aussi pour mettre en œuvre ce qu'on appelle une irrigation déficitaire. Ce qui est un truc qu'on ne fait pas au Maroc, on est plutôt dans une irrigation qui est systématiquement excédentaire. Parce que historiquement au Maroc, vu qu'on a peu d'eau, quand on en a, on essaye de mettre le maximum qu'on ait. Mais quand on est dans la problématique marocaine aujourd'hui de stress hydrique, l'irrigation déficitaire est extrêmement utile. Et l'irrigation déficitaire, c'est en gros, la plante a besoin de 5000 mètres cubes à l'hectare. 5000 mètres cubes, c'est 2 piscines olympiques. Donc on met 2 piscines olympiques à l'hectare. Typiquement, c'est pas énorme, hein. C'est ce qui tombe concrètement à Knetra chaque année. Mais la plante a besoin de 5000 mètres cubes à l'hectare. On va voir comment est-ce qu'on peut diminuer de 5000 à 4000, mais en diminuant l'irrigation à des moments clés du cycle de vie de la plante pour que le rendement de la plante ne soit pas trop affecté. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement faisable. On peut irriguer 30% de moins et perdre 5-10% en rendement. Donc ça, c'est de l'accompagnement technique. Et ça, c'est les agences de développement agricole, etc., qui peuvent s'en charger. Parce qu'au Maroc, alhamdoulilah, on a un réseau de techniciens agricoles qui est très relativement dense par rapport au contexte africain. Donc ça, c'est quelque chose du point de vue technique, y compris pour les exploitations qui sont en monoculture. Après, il y a d'autres leviers qui sont comment est-ce qu'on travaille notre sol, est-ce qu'on laboure profondément, est-ce qu'on laboure léger, est-ce qu'on va juste faucher les plantes qui sont dessus pour améliorer progressivement sur plusieurs années le contenu en matière organique. Et plus on aura de matière organique dans le sol, plus l'eau va être captée, retenue par le sol parce qu'on va augmenter la capacité de rétention du sol. Donc il y a plein de leviers techniques. Donc ça, c'est y compris pour l'agriculture industrielle. Et ensuite, pour l'agriculture paysanne, il y a aussi beaucoup de leviers. Qui peuvent relever de la même chose, hein, une irrigation déficitaire, des choses comme ça, mais aussi de la réflexion sur les variétés qu'on va utiliser. Typiquement, sur l'olivier, quand on regarde les systèmes de culture traditionnels avec 400 arbres à l'hectare, avec une variété marocaine, et les nouvelles exploitations agricoles avec une variété espagnole qu'on appelle Arbequina et avec une densité d'arbres 3 fois supérieure, ces plantations d'oliviers qui sont à 1200 arbres à l'hectare, elles consomment autant qu'une plantation d'avocatier. Et du coup, il y a tout un enjeu sur comment est-ce qu'on va réhabiliter le patrimoine génétique paysan d'oliviers, de caroubiers, de grenadiers, etc. Parce que c'est un patrimoine qui est plus résilient au changement climatique, plus résilient au stress. Et typiquement, chaque zone a des variétés qui lui sont propres. C'est juste qu'avec le changement climatique aujourd'hui, le climat de Taounat, en gros, c'est le climat
l'Arbaat Tirdouin, qui est dans la zone de Aïtourir, il y a 50 ans. Donc les climats changent beaucoup et du coup il faut aussi aller chercher dans la diversité génétique paysanne des variétés dans le Haouz, dans le Souss, etc. pour aller les tester dans d'autres régions du Maroc parce que ces variétés-là, elles sont plus résistantes à la sécheresse. Et du coup, il y a une réflexion sur on a une diversité génétique paysanne qui est incroyable au Maroc et qu'on ne considère pas comme suffisamment comme une solution. Donc ça, c'est parmi les choses. Après, l'accompagnement des systèmes de culture locaux des paysans, c'est un truc qui est très complexe, qui demande beaucoup d'accompagnement technique, etc. Et au final, aussi beaucoup d'accompagnement de l'État sur la structuration des filières. C'est-à-dire que on va pas faire une filière paysanne je sais pas, de caroube dans une zone donnée s'il n'y a pas de commercialisation possible derrière. La caroube, c'est un mauvais exemple parce qu'il y a beaucoup de demandes en ce moment, donc les commerçants vont la chercher où que ce soit, mais c'est aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on peut produire nous sur notre territoire, mais il faut que ça, ce qui est viable, soit possible à commercialiser. Et qui dit possible à commercialiser, dit possible à manger. Et que les gens dans les villes se reconnectent avec ce qui est possible de produire sur notre territoire. C'est-à-dire que on ne va pas consommer de l'avocat comme source de gras healthy, etc. On va plutôt consommer de la noix, parce que la noix, c'est quelque chose qui est adapté à notre territoire. On en a beaucoup dans le Haut-Atlas, etc. Donc c'est vraiment aussi un truc qui inclut les paysans, les agriculteurs industriels, un truc qui inclut l'État, un truc qui inclut les consommateurs. Et c'est là où on a un panel de solutions complet sur la résilience hydrique. Sinon, ça sera toujours que des solutions partielles et malheureusement très souvent des solutions techniques et qui sont profondément insuffisantes. Ali, merci parce que tout ce que tu dis, c'est comme des révélations à chaque fois. J'ai l'impression, ah waouh, le goutte à goutte, ok, c'est comme. Donc c'est vraiment. J'ai l'impression de lire un livre, donc merci beaucoup, c'est génial. En fait, il y a plusieurs axes que tu adresses. Et donc je me dis, la question de la formation, elle me semble essentielle. C'est aussi un sujet qui revient à chaque fois. Et en fait, quand tu prends de la hauteur, tu vois que le problème, il est vraiment plus grand que ça. On a l'impression qu'on est un pays qui essayent de répondre à des normes qui ne sont pas viables au sein de notre propre pays. Donc, tu vois, par exemple, au niveau de la construction, c'est la même chose. On utilise des matériaux qui viennent d'étrangers, qui coûtent trop cher, etc. Donc, j'ai l'impression que pour l'agriculture, ça se rapproche plus ou moins. Et donc, j'ai beaucoup aimé ton exemple sur la noix et l'avocat. Comme quoi, tu vois, la noix, c'est vraiment... La saison de la noix au Atlas, elle est primordiale. Je pense même qu'il y a des cérémonies, c'est assez impressionnant. En fait, j'ai l'impression que les systèmes sous lesquels on vit actuels ne correspondent pas à nos systèmes marocains. Et ça me désole beaucoup. Moi, tu vois, c'est ça qui m'attriste le plus. Et c'est qu'on a des systèmes déjà existants qui sont les nôtres, qui existent et qu'on n'utilise pas forcément. Et donc, ça fait du bien de les entendre à travers toi et ton expérience. Il y a beaucoup de sujets qui me viennent en tête. Il y a la pollution des nappes phréatiques, la situation des nappes phréatiques actuellement, et aussi comment les solutions, tu vois, qui sont ancestrales, est-ce qu'on peut les mettre en œuvre? Est-ce que c'est possible de revenir vers ça? Aujourd'hui, je pense qu'on aura besoin à l'avenir de l'irrigation industrielle, de nos barrages, de l'exploitation de nos eaux souterraines, etc. On est arrivé à un tel moment de stress hydrique et on a tellement réagi tard qu'il sera difficile de se passer de tout ça. Et puis aujourd'hui au Maroc, on a des compétences, on a une expertise sur les barrages, sur l'exploitation des eaux souterraines, sur plein de choses. Donc ce serait dommage de raser la table et de dire on va pas utiliser tout ça. L'enjeu, c'est vraiment cette question d'échelle dont je parlais, sur combien de territoires on irrigue. Et du coup, de réduire cette irrigation à
de certaines surfaces par bassin. Donc le bassin du Sbou, il y aurait tant de dizaines de milliers d'hectares irrigués, le bassin du Donc Tiansif. pour toi, ce serait de la planification qui est à faire à l'échelle du Pour pays? moi, c'est essentiellement de la planification. Après, ça ne veut pas dire que l'avenir du Maroc ne s'inscrit que dans l'irrigation. Parce que l'irrigation au Maroc, il y a à peu près 1 600 000 hectares de terres agricoles sur 9 millions qui sont équipés en irrigation. Mais qu'est-ce qu'on fait des 7 autres millions? Ces 7 autres millions d'hectares qui sont en bourg, en agriculture pluviale. Et donc, on ne va pas les abandonner et se dire l'avenir du Maroc, c'est un peu que l'agriculture d'irrigation. Ce qui est un peu la posture qu'on a eue sur le plan Maroc vert, c'était la croissance du secteur agricole, c'est l'agriculture d'irrigation seulement. Alors que l'agriculture pluviale a un historique qui est très profond au Maroc. Le Maroc est avant tout un pays d'agriculture pluviale. Contrairement à d'autres pays comme l'Égypte, nous, au Maroc, on a, alhamdoulilah, des terres assez fertiles et un climat qui est plutôt propice à l'agriculture pluviale. Donc, la grandeur passée du Maroc s'est faite sur ça. Et jusqu'aux années 70, le Maroc était un exportateur net de céréales et de légumineuses, avant qu'on tombe dans une dépendance profonde aux importations de céréales et de légumineuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les pois chiches au Maroc, on les importe, les lentilles, etc. Alors qu'avant, c'était quelque chose d'extrêmement fondamental chez nous. J'aimerais bien qu'on revienne sur ça, tu vois, notre Ouais. plan export-import. Ouais. Et du coup, pour toute cette agriculture pluviale, qu'est-ce qu'on peut faire? Et dans ce qu'est-ce qu'on peut faire, ça va être à la fois mobiliser des ressources traditionnelles, donc notamment une génétique traditionnelle sur le blé, sur l'orge, sur beaucoup de choses, parce qu'on a une grosse diversité génétique dans les différents territoires marocains qui ont des climats historiques différents, donc on peut valoriser ça. Et ensuite, essayer de mobiliser aussi, du coup, l'agriculture paysanne, la soutenir. En Europe, il y a des subventions qui sont très fortes, qui sont faites aux agriculteurs céréaliers. Ici, c'est des agriculteurs qui ont 300 hectares, les céréaliers. Mais au Maroc, en général, ceux qui font des céréales, ce sont des petits qui sont sur 2-3 hectares. Et la céréale, c'est quelque chose sur laquelle on doit beaucoup supporter les agriculteurs, notamment par des subventions de l'État marocain. Alors qu'avant, les subventions étaient dirigées vers essentiellement des subventions à l'irrigation, donc, qui indirectement étaient des subventions à l'avocat, à l'agrume, à la tomate, etc. Aujourd'hui, on doit subventionner cette agriculture pluviale pour lui permettre de retrouver une compétitivité. Et du coup, aussi les accompagner techniquement. Donc, peut-être une nouvelle variété, mais aussi comment est-ce qu'on peut faire peut-être une nouvelle forme de travail du sol, une nouvelle forme de fertilisation. Il y a beaucoup de choses qui sont très variables selon les contextes. Je ne peux pas donner de solution miracle parce que ça n'existe pas, mais il y a un levier très fort sur ça. Et malheureusement, au Maroc, on a très très peu investi sur le développement de l'agriculture pluviale, parce qu'on s'est dit que ce n'était pas stratégique. Et grosso modo, l'augmentation de rendement qu'on a eu sur l'agriculture, sur les céréales, sur les légumineuses, etc., c'était uniquement une augmentation de rendement parce qu'on utilisait de l'engrais et des produits chimiques. Sauf que l'agronomie, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Et il y a une panoplie de solutions qui est beaucoup plus forte que ça. Et donc, alors que sur d'autres cultures, on a mis énormément d'efforts de recherche agronomique, etc., au Maroc, sur les céréales, les légumineuses, ça bourgeonne. Du coup, là, c'est vraiment un potentiel, un horizon de solutions qui est très fort et on doit le faire maintenant parce que sinon ça va être trop tard. Déjà, il y a des zones où ils récoltent plus de blé depuis 4-5 ans parce qu'il ne pleut plus assez. Mais avec des variétés traditionnelles d'orge, avec des formes peut-être d'irrigation très ponctuelles, avec des formes de travail du sol très particulières, ça, on peut maintenir une certaine agriculture céréalière au Maroc. Et ensuite, sur les méthodes autres d'irrigation traditionnelle, typiquement, le système des Htara qui est aujourd'hui extrêmement fragilisé, alors que c'est un système qui est très utile et très adapté au territoire. C'est-à-dire que on va exploiter une ressource en eau souterraine qui est renouvelable, on ne va pas compromettre la survie du territoire dans 20 ans. C'est quelque chose qui est très ancré
dans le territoire, qui est à l'opposé de la logique minière qu'on a aujourd'hui. Et c'est un système qui est extrêmement fragilisé parce qu'aujourd'hui, on a ces oasis-là qui sont des zones avec une diversité agricole énorme, des palmiers, des oliviers, des amandiers, des figuiers, de la vigne, des céréales, des légumineuses. C'est merveilleux quand on rentre dans ça. Mais en dehors des oasis, les oasis qui font vivre des familles paysannes, donc des gens qui ont en moyenne 1 hectare. En dehors des oasis, on a créé des extensions oasiennes. Et les extensions oasiennes, c'est en gros des centaines d'hectares de monoculture de palmiers dattiers. Monoculture de palmiers dattiers qui va extraire de l'eau souterraine de façon plus profonde et qui du coup déstabilise l'eau souterraine superficielle des paysans qui sont dans l'oasis historique. Donc on fait de l'extension oasienne en se disant on va verdir le désert, sauf qu'on verdit le désert, mais on fait mourir l'oasis. Après, quand je dis ça, c'est on fait mourir l'oasis, mais le changement climatique aussi participe beaucoup à ça. Donc c'est pas juste une surexploitation des eaux par l'agriculture industrielle qui tue les oasis, c'est aussi le changement climatique. Mais bref, donc on a une planification aussi du territoire, une police de l'eau à remettre ici et une priorisation de ce que sont nos objectifs de production agricole. Est-ce qu'on a envie de produire de la date industrielle au risque de tuer plein d'oasis et de se retrouver avec un exode rural très fort, des gens qui perdent leurs terres, etc. Ou est-ce qu'on a envie de produire moins, avec plus de diversité, avec moins de produits chimiques et de maintenir un tissu social rural. Et du coup, il y a, c'est certain, un panel de solutions techniques agroécologiques énorme, mais ce panel, cette panoplie de solutions agroécologiques, tant qu'il n'y a pas une volonté politique derrière pour les mettre en œuvre, on est un peu bloqué. Mais justement, j'ai l'impression qu'au Maroc, on est en train de tendre vers une inflation qui est, tu vois, effrayante. Tu te rends compte que le coût de la vie coûte de plus en plus cher. Et tu te dis comment on peut sécuriser notre... En fait, tu vois, toute la question de la sécurité alimentaire, comment toi tu l'aperçois ? Alors, pour rebondir à ce que tu disais sur... ça coûte effectivement moins cher au Maroc de se nourrir que dans d'autres pays. C'est vrai. Pour combien de temps on ne sait pas. Mais, point d'interrogation. Mais sur comment est-ce qu'on... En fait, ça coûte très peu cher aujourd'hui de produire au Maroc. Ça ne veut pas dire que c'est abordable pour tout le monde. Au contraire, quand il y a des pics avec une tomate à 15 ou 20 dirhams le kilo, c'est inabordable. Mais globalement, ça coûte moins cher de produire au Maroc qu'en Europe. Pourquoi ? Parce qu'on a du soleil en abondance, que la main-d'œuvre marocaine est pas chère et que l'eau marocaine ne coûte rien. C'est-à-dire que quand on pompe de l'eau souterraine pour irriguer des tomates, le seul coût, c'est le coût de l'énergie, c'est-à-dire soit le coût des panneaux solaires, soit le coût du gaz qu'on va utiliser pour pomper. Donc, c'est très bien de donner des prix pour que les gens aient un ordre d'idée, parce que c'est pas de common knowledge. Globalement, un mètre cube d'eau de barrage va coûter entre 0,5 et 2 dirhams le mètre cube. Et l'eau qui est pompée dans les eaux souterraines, elle va coûter, pour un puits qui est à 200 mètres de profondeur, à peu près 1 dirham le mètre cube. Donc et l'eau du dessalement Et l'eau du dessalement coûte 10 dirhams le mètre cube, donc 10 fois plus. Ce qui fait que c'est une eau qui n'est pas viable pour irriguer. Elle est viable pour irriguer dans le Souss parce que l'État marocain subventionne de 50% cette eau dessalée. Donc elle n'est pas à 10 dirhams, elle est à 5 dirhams le mètre cube. Ce qui est d'ailleurs assez paradoxal parce que le type d'exploitation agricole qui a provoqué la crise hydrique bénéficie d'un investissement de dessalement très important et de subventions de l'État marocain pour se maintenir. Parce qu'on est rentré dans une telle dépendance à l'agroexportation que on subventionne ceux qui ont détruit la ressource hydrique. Mais bref, tout ça pour dire que probablement, si on se met dans un investissement dans l'agriculture paysanne, agroécologique, etc., on va avoir des rendements qui seront probablement moins élevés et on va avoir des coûts de production qui seront aussi plus élevés. Donc, ça va coûter plus cher, en tout cas sur une période de transition.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2025, ça va coûter plus cher pour produire de la tomate paysanne sans irrigation que de la tomate avec irrigation. Par contre, dans 15 ans, ce sera peut-être moins cher de produire de la tomate paysanne sans irrigation dans certaines zones du Maroc que de la tomate avec de l'eau dessalée. Donc, il y a une question de s'adapter et de se convertir vers un approvisionnement qui repose plus sur une agriculture résiliente, mais sans trop taper sur le pouvoir d'achat des Marocains. Et ça, c'est une critique qui est forte et justifiée, qui est faite sur le prix de ce qu'on mange, parce qu'on n'a pas envie de pousser les gens à payer 3 fois plus cher, alors que déjà, ils arrivent mal à se nourrir. Et pour ça, il y a des leviers justement pour renforcer l'agriculture paysanne, y compris sur des choses où elle n'est pas encore compétitive, sans affecter le pouvoir d'achat des gens. Typiquement, au Maroc, on a une subvention qui nous coûte très cher, c'est la subvention au pain, la subvention à la farine. En Égypte, la subvention à la farine a été remodelée parce que ça coûtait trop cher, et du coup, maintenant, ils donnent une carte aux gens les plus pauvres pour leur dire achetez ce que vous voulez avec. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter du pain, uniquement du pain. Vous pouvez aussi, avec votre carte, acheter du pois chiche, de la fève, des légumes, etc. Ce qui contribue aussi à diversifier ce que les gens vont acheter. Et du coup, des choses qui ne sont pas importées comme le blé au Maroc. On va pouvoir peut-être acheter de la fève qui est produite au Maroc. Donc ça, c'est un levier. Un autre levier, c'est, par exemple, au Brésil, il y a la Bolsa Família, qui est un programme qui a été mis en place par le président Lula au début des années 2000, où, en gros, il y avait des paniers de produits alimentaires qui étaient distribués aux familles les plus pauvres. Et dans ces paniers de produits alimentaires, il y avait une exigence d'avoir une certaine proportion qui venait de l'agriculture paysanne. Et du coup, c'est l'État qui payait. Donc, ça permettait de donner un coup de pouce à cette agriculture paysanne. En France, il y a la loi Egalim qui est passée qui impose un minimum de 20% de produits biologiques dans les cantines scolaires. Pareil au Maroc, si on avait un système de cantines scolaires, imposer un certain approvisionnement paysan, ça permettrait de structurer des filières et de donner un moyen ou un horizon aux paysans de se dire dans 10 ans, dans 15 ans, je pourrai toujours vendre ces choses et peut-être que je serai encore meilleur pour les produire. Donc bref, ça c'est je pense, des leviers qui sont extrêmement forts. Ensuite, sur la question de la sécurité alimentaire au Maroc, qui rejoint du coup pleinement cette question-là du prix, de qu'est-ce qu'on produit, où, etc. Au Maroc, on est, disons, excédentaire sur un certain nombre de produits, qui sont les fruits et légumes, parce qu'on est un exportateur majeur de fruits et légumes, donc tous les fruits et légumes au Maroc, globalement, sont produits au Maroc. On était... Ça, c'était une grande fierté du plan Maroc Vert quand on va sur le site, etc. Autosuffisant en protéines. C'est-à-dire qu'en protéines, on produisait toute la viande de bœuf qu'on avait, toute la viande de mouton, de chèvre qu'on avait, les produits laitiers, les œufs, etc. Et on est, historiquement, depuis les années 70, déficitaire en céréales. Et progressivement, on est devenu aussi déficitaire en légumineuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Maroc, en année relativement bonne, on importe 40 à 50% du blé qu'on consomme. Et en année mauvaise, on importe 70 à 80% du blé qu'on consomme. Sachant qu'on est un des pays qui, par habitant, consomme le plus de blé au monde. On consomme à peu près 300 kilos de blé par an, par habitant, ce qui est presque 2 fois plus qu'en France, par exemple, qui est un pays réputé pour la baguette. Bref, donc on a ce panorama global. Ensuite, en termes de sécurité alimentaire, en fait, le Maroc est passé du paradigme de l'autosuffisance alimentaire ou de la souveraineté alimentaire jusque dans les années 70 au paradigme de la sécurité alimentaire par la mondialisation. C'est-à-dire qu'avant, on essayait de produire le maximum chez nous. Et aujourd'hui, on essaye d'exporter pour mieux importer. Donc on est pleinement dans l'économie néolibérale, etc. Et on se dit, on va exporter des tomates pour importer du blé. Ça a marché plus ou moins pendant un certain temps, au prix de la précarisation d'un certain nombre d'agriculteurs, etc. Mais ça a marché pendant un certain temps.
C'est juste que depuis une dizaine d'années, aujourd'hui, le Maroc, en valeur, importe beaucoup plus de produits alimentaires qu'il n'en exporte. On est sur un déficit du niveau agricole de l'ordre de 20 à 30%. Donc c'est un déficit qui est significatif. Ça veut dire que cette stratégie d'extraversion de pari sur l'agriculture d'exportation, elle démontre déjà ses limites depuis un certain temps, même si on entend parler de l'explosion de l'avocat, l'explosion de la framboise, l'explosion de machin. Donc ça, c'est une réalité. Le seul secteur qui fait que les exportations agroalimentaires en général sont encore légèrement excédentaires au Maroc, c'est le secteur de la pêche. Parce que le secteur de la pêche compte pour 1/3 des exportations agroalimentaires. Mais quand on enlève ça, le Maroc est un importateur net de produits agricoles. Et donc voilà. Après, quand on regarde justement quand on revient aux statistiques d'autosuffisance alimentaire en protéines, dont le Maroc se vantait jusqu'il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on produit tous nos œufs, toute notre volaille, tout notre bœuf, etc. C'est une souveraineté alimentaire, c'est une autosuffisance alimentaire qui est trompeuse. Parce que, en fait, au Maroc, quand on regarde les statistiques d'augmentation de la production de viande de poulet, et quand on met sur le même graphique les statistiques d'importation de soja et de maïs brésilien, les trois courbes se superposent de façon quasiment parfaite. Ça veut dire que l'augmentation de notre production nationale marocaine de poulet, elle s'est faite uniquement parce que notre poulet, ce n'est pas un poulet paysan qui va manger, qui va se balader en ferme et manger de l'orge, etc. et qu'on va le vendre sur le marché. Non, c'est un poulet qui a mangé du soja et du maïs toute sa vie, pendant ses 40 jours de vie. Et du coup, c'est de la transformation agroalimentaire qu'on fait, mais de produits agricoles qui viennent d'ailleurs. Donc en fait, on est extrêmement dépendant pour nos protéines pour lesquelles on est supposément autosuffisant, extrêmement dépendant des importations. Et ça, c'est valable pour le poulet et pour le bœuf et pour le lait et pour l'œuf. Et donc, c'est très problématique. Là où on est relativement, de façon réelle, autosuffisant, ou plus concrète, autosuffisant, c'est la chèvre et le mouton, qui sont des animaux qui sont plus résistants à la sécheresse, qui peuvent valoriser des fourrages, de l'aliment de moins bonne qualité. C'est pas des animaux chouchoutés comme la volaille ou le bœuf qui ont besoin d'aliments de bonne qualité. C'est des animaux qui sont adaptés à notre territoire. Et dans ce cas-là, c'est une production qui est réellement marocaine. Certes, il y a des compléments alimentaires qui viennent de l'étranger, etc. Mais c'est de la viande qui est réellement marocaine. C'est juste que sur les 2 dernières années de sécheresse, on a perdu 30% du cheptel de moutons et de chèvres. Et du coup, si on a envie à l'avenir d'être véritablement un pays souverain du point de vue alimentaire, il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'on peut produire chez nous, pourquoi faire, c'est-à-dire est-ce qu'on va le produire pour le manger nous-mêmes ou pour l'exporter, et comment est-ce qu'on y arrive. Et comment est-ce qu'on y arrive au Maroc? Ça veut dire parier moins sur les exploitations industrielles de poulets et de bovins, et soutenir davantage l'agriculture paysanne et les éleveurs pour reconstituer leur cheptel de moutons et de chèvres, et investir aussi de la recherche agronomique dessus, voir comment est-ce qu'on peut les accompagner dans leur résilience climatique, etc. Parce qu'ils sont extrêmement fragilisés par les sécheresses. Mais pour moi, c'est le meilleur pari qu'on puisse faire. C'est juste qu'on n'est pas sur ce chemin-là. Et plus globalement, il y a aussi une question quand on parle de souveraineté alimentaire, qu'est-ce qu'on mange, nous, en tant que citoyens marocains. En tant que citoyens marocains, on doit pas juste compter sur l'État et tout mettre sur l'État, etc. L'État marocain ne résoudra jamais tout. Mais en tant que citoyens marocains, on a un potentiel extrêmement fort sur accompagner vers la résilience hydrique. C'est-à-dire qu'au Maroc, typiquement, dans les années 60, la consommation de viande de poulet et de viande de bœuf était anecdotique en kilos par habitant par an.
Aujourd'hui, c'est la protéine principale qui est consommée, c'est la viande de poulet, qui n'existait pas parce que c'était pas la viande qui était adaptée au territoire national. Par contre, ce que les gens consommaient beaucoup, c'était de la chèvre et du mouton. Aujourd'hui, la chèvre et du mouton, et le mouton se retrouvent derrière le poulet, derrière le bœuf, et on en consomme globalement en milieu urbain, surtout pendant l'Aïd Kibir, la fête du mouton. Mais donc, c'est une question de, aussi, en tant que consommateur marocain, peut-être que je peux m'orienter davantage vers ce type de protéines plutôt que vers un type de protéines qui est en train de détruire l'agriculture paysanne. Et c'est pas une injonction à faire, notamment aux familles les plus démunies, parce que c'est difficile pour elles d'avoir de la protéine de bonne qualité, etc. Donc le poulet fait sens. Mais pour les gens qui en ont les moyens, de réduire notre consommation de viande et de s'orienter vers des viandes qui sont qu'on peut produire sur le territoire national. Et aussi réduire notre consommation de viande et revenir à une consommation de viande de l'ordre de 20 à 30 kilos l'année, ce qui est la recommandation de l'OMS, parce que consommer trop de viande, ça augmente les risques de maladies chroniques, de cancer, etc. Et du coup, végétaliser notre alimentation, c'est quelque chose de profondément marocain, de profondément andalou, de profondément arabe, parce que dans le Moyen-Âge, il y avait un certain nombre de soufis qui prônaient comme mode de vie le végétalisme dans l'islam. C'est-à-dire que, certes, Dieu n'a pas interdit la consommation de viande, mais leur objectif, c'est de diminuer leur empreinte sur le monde. Et du coup, Ibn Tufayl, par exemple, au XIIe siècle, il parle de façon très longue et très majestueuse de pourquoi le végétalisme est le mode de vie à retrouver. Et du coup, si des gens veulent creuser ce sujet-là, c'est un conte philosophique de Ibn Tufayl qui s'appelle Hayy ibn Yaqdhan, vivant, fils de l'éveillé. Mais bref, du coup, végétaliser notre alimentation, ça ne veut pas dire éliminer la viande, mais en consommer moins et consommer de la protéine produite au Maroc, c'est-à-dire des fèves. Le foule, au Maroc, on en produit dans beaucoup de régions sans irrigation. Et du coup, c'est quelque chose qui fait partie de la palette de résilience hydrique, de résilience climatique qu'on a à l'avenir. Et du coup, ça, pour moi, c'est un potentiel de solution qui est énorme. Allez, wow. Non, mais c'est génial, tu parles avec tellement de passion, c'est hyper inspirant. Il nous faut un épisode 2, je décrète dès maintenant. Il faut qu'on conclue, donc 2 dernières questions. Si demain tu es ministre, qu'est-ce que tu mettrais en place? Et deuxième question, je pense que tout le monde va beaucoup s'intéresser à qui tu es et qu'est-ce que tu fais, comment on vit de sa passion, parce que c'est réellement ton travail de travailler dans l'agriculture. Ouais, alors, si j'étais ministre de l'Agriculture, ce qui est un truc assez irréaliste, mais est-ce que c'est un objectif? Pas particulièrement. En tout cas, s'il n'y a pas une vision... Ali 06. S'il n'y a pas une vision globale de l'agriculture, d'une transition climatique affirmée, je préfère continuer à une échelle de médias et de vulgarisation pour rendre ces idées plus accessibles. Par contre, si c'est pour être dans un... Pas nécessairement ministre, mais dans un poste où il y a un poids décisionnel, mais sans marge de manœuvre, ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse nécessairement. Mais si j'étais ministre au Maroc, je pense qu'un des trucs les plus urgents... Mais si tu avais toute la marge de manœuvre possible. S'il y avait toute la marge de manœuvre possible, ce serait instaurer une police de l'eau très ferme et équitable. C'est-à-dire qui ne va pas contrôler les petits agriculteurs qui ont 5 hectares et ne pas contrôler ceux qui en ont 100, mais contrôler de façon équitable et avoir un débat national sur l'eau où on inclut justement toute la paysannerie, on inclut l'agriculture industrielle parce que maintenant elle fait partie de l'équation, où on inclut aussi les populations des villes pour justement avoir ce débat sur l'alimentation, etc. Et avoir une feuille de route très très claire sur comment est-ce qu'on y arrive. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train d'y arriver. Donc ça, je pense que
police de l'eau et un débat sur le sujet qui rassemble tout le monde pour créer une feuille de route, c'est quelque chose de absolument nécessaire. Donc voilà. Et après, sur la question de ce que je fais pour vivre de ma passion, moi je travaille avec une ONG française qui s'appelle Nitidae, qui est une ONG de développement agricole qui travaille beaucoup sur les sujets de structuration de filières, de développement, d'accompagnement technique des producteurs, des paysans vers l'agroécologie, etc. Et d'autres sujets de gestion de parcs nationaux, de conservation de la biodiversité, etc. Donc je travaille avec cette ONG qui opère essentiellement en Afrique. Et du coup, moi, personnellement, je travaille beaucoup en Ouganda, en Côte d'Ivoire, à Sao Tomé. J'ai un peu travaillé aussi avec eux au Maroc. Mais voilà, c'est une expérience qui est excellente parce que je vais sur le terrain, je vais à la rencontre des industriels, je vais à la rencontre des paysans, des institutionnels dans des pays d'Afrique. J'ai l'intime conviction que le Maroc est un pays profondément africain, qu'on a des racines africaines qui sont très très fortes et qu'on a beaucoup d'intérêt à explorer davantage ce lien, ce qu'on a déjà commencé à faire, mais qu'on mériterait de faire davantage parce que on a un lien qui est très très fort avec l'Afrique. Et juste petite anecdote pour finir, moi quand je travaillais en Côte d'Ivoire dans des zones qui produisent de la noix de cajou au nord, plusieurs fois, j'ai discuté avec des gens. Au final, ils m'ont dit ah, tu es marocain, tu es d'où Je leur dis Fès. J'ai de la famille qui est de Fès. Et parce que je sais que il y a une bonne partie d'entre eux qui sont de la tariqa tijaniya. Et du coup, je leur dis ça, et leurs yeux s'illuminent parce qu'ils se disent ah, mais c'est mon pays aussi parce que j'ai mon saint. Sidi Ahmed Tijani qui est enterré là-bas. Et on a un lien qui est formidable avec l'Afrique et qu'on mériterait beaucoup de creuser, aussi parce qu'il y a des leviers de résilience climatique et agricole qui sont là-bas. Complètement. Moi, je suis une fan d'Afrique, donc tu prêches une convaincue. Du continent, bien sûr, tout le continent. Ali, pour conclure, un mot sur toi, sur Nchfat, sur la question de l'eau, quelque chose que tu aimerais ajouter? Juste pour conclure, garder la foi, rester engagé, rester optimiste sans être naïf et faites le plus possible pour que les choses bougent et suivre Nchfat en fait partie. Voilà, on est sur Insta, sur LinkedIn, on a un site, voilà. Oui, on mettra tout ce qu'il faut en barre de description. Ali, merci pour tout. Vraiment, je suis émue parce que c'était vraiment génial. Vraiment, avec bravo. grand plaisir. Merci beaucoup.